Paris, un soir d'été, brillait de mille feux. Au milieu des rues pavées et des terrasses animées, une silhouette surgit, cheveux roux éclatants, démarche assurée, regard indéchiffrable. En une fraction de seconde, la foule sembla suspendre son souffle. Cette apparition n'était pas une star de cinéma déjà consacrée, mais Joséphine de La Baume, une femme impossible à enfermer dans une seule identité. Actrice, chanteuse, mannequin et pour certains même top modèle, elle incarnait à elle seule une contradiction vivante, élégance française et rébellion intime. Ce qui fascinait chez elle n'était pas la perfection figée d'un visage calibré pour la mode. C'était plutôt cette aura insaisissable, la manière d'entrer dans un lieu en transformant l'atmosphère. Dans un univers où tant de mannequins se battent pour correspondre au code, Joséphine choisissait l'écart, faisant de la mode non pas une fin en soi, mais un langage, une extension de son art. Chaque robe portée devenait une scène, chaque photo un fragment de récit. Alors que beaucoup imaginaient sa carrière enfermée dans l'éclat des podiums, elle surprit en s'aventurant vers le cinéma et la musique. Ce choix dérouta. Certains affirmèrent qu'elle tournait le dos à une trajectoire rêvée de top modèle international, mais la vérité est qu'elle élargissait le champ des possibles. Joséphine refusait d'être prisonnière d'une seule étiquette, préférant naviguer entre les mondes, quitte à déranger. Elle ne se contenta jamais d'être un nom ou un visage. Elle transforma chacune de ses apparitions en manifeste. Mannequin, certes, mais avant tout artiste. Femme fragile parfois, femme incendiaire souvent. Joséphine devint ainsi plus qu'une image, une énigme, un paradoxe qui obligeait à repenser la notion même de beauté. Et ce premier éclair, au détour d'une rue parisienne, n'était que l'amorce d'une histoire bien plus vaste. Joséphine de La Baume naît à Lyon, dans une ville réputée pour son patrimoine, sa gastronomie et ses traditions profondément ancrées. Elle ne vient pas d'un milieu doré, ni d'une famille déjà plongée dans le monde de la mode ou du spectacle. Ses racines sont plus discrètes, un foyer aimant, sensible à l'art, mais qui valorisait avant tout la stabilité et la sécurité. Son père, passionné de jazz, remplissait la maison de disques vinyles usés par le temps, tandis que sa mère lisait de la poésie à voix haute, comme pour insuffler aux enfants le goût de l'imaginaire. C'est dans cette atmosphère que Joséphine se forgea, mais très vite, son enfance révéla un contraste. À l'extérieur, elle ressemblait à une petite fille ordinaire, marchant dans les rues de Lyon, allant à l'école, partageant des jeux. À l'intérieur pourtant, elle était différente. Elle s'asseyait des heures à la fenêtre, scrutant la lumière du soir, rêvant de scènes, de musique, d'histoires à inventer. Ses cheveux roux flamboyants la distinguaient déjà. Dans la cour de récréation, ils attiraient les regards, parfois les moqueries. Mais ces différences, qui auraient pu la blesser durablement, lui donnèrent une forme de résilience. Elle apprit à transformer la douleur en force, le doute en énergie. Les voisins et amis de la famille racontaient qu'elle avait un regard trop intense pour une enfant. Ce regard, loin d'être naïf, semblait observer le monde avec une maturité précoce. Elle n'était pas la plus bavarde, souvent perçue comme réservée, mais lorsqu'elle participait aux petites pièces de théâtre de l'école, la métamorphose était totale. La timidité s'effaçait, remplacée par une assurance magnétique. Dans ces instants, on pressentait déjà l'ombre d'un futur top modèle, ou du moins d'une artiste capable de captiver par sa seule présence. Mais ce chemin vers l'expression artistique ne fut pas encouragé par tous. Ses parents, protecteurs, craignaient pour l'avenir de leur fille. Ils redoutaient que le monde de la mode ou du cinéma ne soit trop dur, trop cruel, trop instable. Le mot mannequin sonnait pour eux comme une promesse fragile, éphémère. Ils souhaitaient pour elle des études solides,
un métier rassurant. Joséphine les écoutait, respectueuse, mais au fond d'elle-même, elle savait que son destin se trouvait ailleurs. À l'adolescence, cette dualité s'intensifia. D'un côté, elle suivait la voie classique, fréquentait le lycée, étudiait comme les autres. De l'autre, elle vivait une vie parallèle. Elle écrivait des textes de théâtre, chantait dans des petits groupes locaux, posait devant son miroir comme si elle participait déjà à une séance photo professionnelle. Ces moments intimes étaient pour elle des bulles de liberté. Elle y expérimentait son identité, loin des attentes sociales. Son entourage commençait à remarquer cette intensité. Une amie d'enfance se souvient, quand Joséphine entrait dans une pièce, ce n'était pas toujours par ses paroles qu'elle se faisait remarquer, mais par ce qu'elle dégageait. Elle avait une énergie silencieuse, presque magnétique. Cette énergie intérieure, encore contenue, allait bientôt chercher un exutoire. Dans les rues de Lyon, Joséphine se sentait parfois étrangère à son propre environnement. Elle aspirait à autre chose, à des horizons plus vastes. Elle regardait les magazines de mode, observait les mannequins en couverture et se disait que ces femmes semblaient appartenir à une autre planète. Pourtant, une voix intérieure lui soufflait qu'elle aussi pouvait franchir ce seuil. Non pas pour imiter, mais pour y apporter sa propre couleur, son feu intérieur. Ce feu se manifesta lors des spectacles scolaires. Sur scène, elle osait ce qu'elle n'osait pas dans la vie quotidienne. Des gestes amples, des regards soutenus, une voix assurée. L'auditoire, surpris, voyait une autre Joséphine. Ces instants furent décisifs. Elle comprit que l'art était son langage, le seul capable de traduire ses contradictions, ses forces et ses failles. Des années plus tard, interrogée sur ses souvenirs d'enfance, Joséphine confia « J'avais l'impression de vivre dans une attente, comme si tout cela n'était qu'une préparation. Je savais qu'un jour, quelque chose devait éclater. » Cette phrase illustre parfaitement le climat de son enfance. Une tension entre la conformité imposée et l'appel intérieur vers l'inconnu. Ainsi, bien avant de devenir actrice, chanteuse ou même top modèle, Joséphine était déjà porteuse d'une singularité indomptable. Elle n'était pas née dans les strass, mais dans la complexité. Et c'est cette enfance, faite de contrastes et de rêves inassouvis, qui allait devenir le socle de son parcours. Pour Joséphine de la Baume, l'entrée dans le monde de la mode et de la création ne se fit pas de manière anecdotique, comme dans ces récits stéréotypés où un mannequin est découvert par hasard dans un centre commercial. Son histoire fut plus subtile, faite d'attentes, de doutes et de choix courageux. Durant ses années étudiantes, elle s'immergea dans la vie artistique lyonnaise. Elle chantait dans de petits groupes de musique indépendante, jouait dans des pièces montées par des clubs universitaires et se faisait remarquer par son intensité. Sa voix rauque captivait, mais au-delà du chant, c'était sa présence scénique qui marquait les esprits. Lors d'un festival culturel à Paris, elle attira l'attention d'un photographe. Cet homme, habitué à fréquenter les défilés et les studios, fut frappé non pas par la beauté parfaite de Joséphine, mais par cette aura indéfinissable, mélange de fragilité et de rébellion. Dans son objectif, elle n'était pas seulement une jeune femme, elle était déjà une histoire à raconter. La première séance photo ne fut pas pour une grande maison de couture, mais pour un projet artistique indépendant. Pourtant, le résultat étonna. Sur les clichés, Joséphine ne posait pas vraiment. Elle habitait l'image. Ses yeux parlaient, ses gestes semblaient naturels, presque instinctifs. Rapidement, ses photos circulèrent dans un petit réseau créatif et ouvrirent la porte à de nouvelles propositions. Elle découvrit alors que l'univers du mannequinat pouvait devenir une scène à part entière, un espace où l'on n'interprète pas un rôle, mais où l'on expose sa vérité. Cependant, ce tournant provoqua des tensions au sein de sa famille. Sa mère,
inquiète, lui rappela à quel point le métier de mannequin était instable. Son père, plus sévère, considérait ce choix comme une illusion, une distraction passagère. Les discussions à la maison étaient parfois tendues. Joséphine oscillait entre la peur de décevoir et l'envie irrépressible de suivre sa voie. Cette opposition renforça sa détermination. Elle comprit que, pour avancer, elle devait accepter de s'affirmer contre les attentes. Le jour de son premier casting professionnel reste gravé dans sa mémoire. La salle était pleine de jeunes femmes longilignes, au visage glacé, affichant l'assurance de futurs top modèles. Joséphine, avec ses cheveux flamboyants et son regard singulier, se sentit à la fois avantagée et vulnérable. Quand vint son tour, elle s'avança sans fioriture, dit quelques mots d'une voix grave et soutint le regard du jury. Pas de performance théâtrale, juste une présence brute. Le silence qui suivit en dit long. Ce casting déboucha sur une parution dans un magazine de mode alternatif. Rien d'extravagant en apparence, mais un tremplin décisif. Car ce premier pas lui ouvrit les portes de Paris, capitale mondiale de la mode, où se côtoient mannequins confirmés, jeunes aspirants et créateurs en quête de nouveautés. Intérieurement, Joséphine vivait un tourbillon. Chaque nouvelle opportunité était source de joie, mais aussi de crainte. Elle se demandait « Suis-je légitime ? Ne suis-je pas en train de m'égarer ?» Mais au fil des rencontres, elle réalisa que le mannequinat n'était pas seulement un métier, mais un espace d'expression. Être mannequin, c'était pour elle devenir à la fois un miroir et une voix, traduire par le corps une vérité intérieure. Ainsi commença véritablement son parcours, non pas dans l'éclat immédiat d'un conte de fées, mais dans une lente construction faite de regards échangés, de refus affrontés et de premiers pas hésitants. Une trajectoire qui, bientôt, allait la conduire vers la lumière des podiums et la reconnaissance internationale, sans jamais lui faire oublier la tension originelle entre désir de liberté et besoin d'acceptation. Après les premiers castings encore empreints d'hésitation, Joséphine de la Baume entra véritablement dans une phase où les projecteurs se braquèrent sur elle. Les clichés réalisés pour des magazines indépendants circulèrent et attirèrent l'œil des professionnels. Très vite, son visage commença à apparaître dans des campagnes plus visibles. Ce qui séduisait n'était pas un conformisme aux canons établis, mais une différence. Cette chevelure rousse flamboyante, ce regard oscillant entre douceur et rébellion, cette allure qui semblait dire « Je suis là sans chercher à plaire, mais je vous retiens malgré vous ». Son premier grand défilé eut lieu à Paris. La musique retentit, les lumières aveuglèrent la scène, et Joséphine avança. Chaque pas résonnait comme une affirmation de soi. Le public, d'abord bruyant, se figea un instant. La jeune femme sentit son cœur battre à tout rompre. Mais au lieu de céder à la peur, elle embrassa l'instant. Elle n'était plus l'adolescente timide de Lyon. Elle devenait une présence incontournable. Dans le claquement de ses talons et le frôlement des étoffes, elle découvrit la sensation unique d'exister pleinement. Les photos issues de ce défilé firent sensation. La presse parla d'une icône naissante, d'une figure atypique qui redonne à la mode son souffle poétique. On la qualifia même de top modèle en devenir, bien que Joséphine refuse de se limiter à ce terme. Pour elle, être mannequin n'était pas une fin mais un outil, un langage permettant de raconter autre chose. À partir de là, les grandes maisons se succédèrent. Chanel, Dior, Louis Vuitton. Chaque podium fut pour elle une scène de théâtre. Elle ne défilait pas seulement, elle incarnait. Ses gestes avaient la précision d'une actrice, son regard la profondeur d'une chanteuse interprétant une ballade mélancolique. Les créateurs aimaient cette intensité. L'un d'eux déclara « Avec Joséphine, les vêtements prennent une âme. Elle ne se contente pas de porter, elle habite. » Parallèlement, elle multipliait les projets en musique et au cinéma. Il arrivait qu'après une séance photo à New York,
Elle s'envole le soir même pour rejoindre un studio d'enregistrement à Londres. Cette énergie plurielle surprenait certains qui craignaient qu'elle ne se disperse. Mais pour Joséphine, ces disciplines n'étaient pas contradictoires. Elles se nourrissaient entre elles. Le chant renforçait sa manière de poser. Le jeu d'actrice enrichissait ses apparitions sur scène. Elle cultivait une image d'artiste totale, insaisissable. Dans le milieu de la mode, on se mit à parler de son magnétisme naturel. Les photographes adoraient travailler avec elle, car elle apportait toujours quelque chose d'imprévisible. Parfois, elle brisait volontairement une pose, détournait un regard, riait alors qu'on attendait du sérieux. Ce refus de se laisser figer, paradoxalement, la rendait encore plus fascinante. Elle s'imposait comme un mannequin à part, échappant aux règles habituelles. Sa vie prit alors un rythme effréné. Paris, Londres, New York, puis retour à Paris. Les hôtels devinrent des chambres passagères, les avions des salles d'attente. Les flashs des photographes accompagnaient son quotidien. Pourtant, au milieu de cette frénésie, Joséphine gardait une étincelle de joie. Elle répétait à ses proches que, malgré la fatigue, elle avait enfin le sentiment de vivre exactement ce qu'elle avait toujours imaginé dans son enfance, transformer l'art en existence. À ce stade, Joséphine n'était plus seulement une promesse, mais une confirmation. Elle n'incarnait pas une mode figée, elle la réinventait. Elle prouvait que la carrière d'un top modèle pouvait dépasser le cadre des podiums pour devenir un manifeste artistique. Son ascension rapide témoignait d'une chose: on pouvait rester fidèle à soi-même tout en s'imposant au sommet. Et ainsi, la petite fille rousse moquée à l'école se transforma en une figure que l'on s'arrachait, une icône moderne dont la présence sur scène ou à l'écran créait chaque fois un événement. L'histoire, pourtant, ne faisait que commencer. Dans l'univers impitoyable de la mode, beaucoup de jeunes femmes acceptent les règles sans broncher. Elles adaptent leur silhouette, leur chevelure, leur attitude pour correspondre à l'image que les maisons exigent. Mais Joséphine de la Baume choisit une voie différente. Elle refusa d'être réduite à un simple cintre vivant, comme certains décrivent parfois le rôle du mannequin. Pour elle, chaque apparition devait être une affirmation personnelle, un acte artistique. Les propositions affluèrent à mesure que sa notoriété grandissait. Certaines étaient prestigieuses, assorties de contrats mirobolants, mais elles s'accompagnaient souvent de conditions strictes: changer la couleur de ses cheveux, affiner encore sa silhouette, lisser son style pour correspondre aux stéréotypes du top modèle international. Joséphine dit non. Ce refus surpris choqua même certains agents qui voyaient en elle une opportunité commerciale immense. Mais elle restait intransigeante. Si je dois effacer ce que je suis pour plaire, alors ce succès n'a aucune valeur. Cette phrase, reprise par plusieurs magazines, devint un manifeste officieux pour une génération lassée des standards imposés. Ces prises de position eurent des conséquences. Certaines maisons de couture, agacées par son caractère jugé trop indépendant, cessèrent de l'inviter. Des rédacteurs en chef murmurèrent qu'elle était difficile, imprévisible. Mais dans le même temps, elle gagna une aura unique. On la percevait comme une artiste entière qui utilisait la mode comme médium et non comme une fin. Ce paradoxe, être à la fois marginalisé par certains et idolâtré par d'autres, renforça encore sa singularité. Lorsqu'on lui proposa de poser pour des shootings hypersexualisés, elle déclina. Elle voulait bien incarner la sensualité, mais à sa manière, sans tomber dans le cliché. Quand un réalisateur exigea d'elle qu'elle joue une femme docile et décorative, elle modifia son interprétation, offrant un personnage complexe, troublant, traversé de contradictions. Sa démarche déroutait, mais ne laissait jamais indifférent. Elle se battait contre l'image unidimensionnelle, trop souvent collée au mannequin, cette image de corps parfait, mais silencieux. Joséphine, au contraire, revendiquait une voix, un esprit,
une profondeur. Ce positionnement fit d'elle un symbole discret mais puissant. De jeunes femmes, aspirantes mannequins, lui écrivaient pour lui dire qu'elles osaient à leur tour préserver leurs différences grâce à son exemple. Certains critiques la comparèrent aux grandes figures qui, dans l'histoire de la mode, avaient osé refuser la conformité pour imposer leur authenticité. Elle ne revendiquait pas le titre d'icône, mais ses choix parlaient pour elle. Dans un entretien londonien, un créateur confia « Joséphine n'est pas seulement un mannequin. Quand elle entre dans la pièce, ce n'est pas son corps que l'on voit d'abord, c'est son énergie. Elle oblige chacun à sortir de l'automatisme. Elle nous rappelle que la mode doit avoir une âme. » Ce témoignage illustre parfaitement l'impact qu'elle pouvait avoir sur son environnement. Une force tranquille qui bouleversait les habitudes. Sa différence s'exprima aussi dans ses projets parallèles. En musique, elle refusa les sirènes commerciales et choisit de chanter dans un registre indie, avec des chansons personnelles, parfois sombres, toujours sincères. Au cinéma, elle préféra les rôles de femmes blessées, contradictoires, plutôt que les personnages stéréotypés. Cette cohérence montrait que, quel que soit le domaine, Joséphine suivait la même ligne. Rester fidèle à elle-même, quitte à perdre des opportunités. Au fond, ce qui fit d'elle plus qu'un mannequin, ce qui la rapprocha du statut d'icône, ce fut ce courage. Le courage de dire non. Le courage de perdre pour ne pas se perdre. Le courage d'assumer que la beauté n'est pas une perfection lisse, mais un mélange de force et de fragilité. Et dans ce combat silencieux mais tenace, Joséphine de la Baume devint le miroir d'un changement plus large, celui d'une génération de femmes décidées à exister autrement, à réinventer ce que signifie être top modèle au XXIe siècle. Toute ascension fulgurante porte en elle des failles invisibles. Pour Joséphine de la Baume, la lumière des podiums, les applaudissements et les flashs des photographes cachaient une vérité plus sombre. Derrière l'image d'un mannequin épanoui, derrière le sourire contrôlé du top modèle, se jouait une lutte intérieure épuisante. Les années de gloire furent marquées par une cadence infernale. Joséphine voyageait sans cesse entre Paris, Londres, New York. Les journées débutaient à l'aube dans un avion, se poursuivaient par une séance photo sous des projecteurs aveuglants, puis un défilé le soir même. Elle enchaînait avec un tournage de film, une répétition musicale, comme si son corps devait se plier à toutes les disciplines à la fois. Cette frénésie la grisa d'abord, mais peu à peu, son énergie s'étiola. Des photos volées publiées dans la presse la montraient fatiguée, le visage fermé, le regard absent. Les magazines commentaient « Un sourire pour la caméra, mais une fuite intérieure évidente ». Un moment charnière survint lorsqu'elle accepta un rôle central dans un film ambitieux, censé consolider son image d'artiste complète. Le projet, très médiatisé, échoua pourtant au box-office. Les critiques furent dures, parfois cruelles. Elles ne se contentèrent pas d'attaquer le film, elles visèrent directement Joséphine. On la jugea trop dispersée, incapable de choisir entre être actrice, chanteuse ou mannequin. Pour certains, elle n'était qu'un top modèle cherchant désespérément une reconversion. Ces attaques fragilisèrent profondément la confiance qu'elle avait bâtie au fil des années. Sa vie personnelle n'était pas épargnée. Ses histoires d'amour passionnées, parfois tumultueuses, firent les gros titres. Chaque rupture était scrutée, analysée, commentée. Après une séparation douloureuse, elle disparut des radars médiatiques. Durant plusieurs mois, aucune apparition publique, aucun défilé, aucun concert. Sur ses réseaux sociaux, elle ne laissait que quelques images floues, des silhouettes perdues dans la pénombre, accompagnées de phrases énigmatiques. Lumière trop vive, ombre trop dense. Je cherche seulement à respirer.
Ces fragments, au lieu de rassurer ses admirateurs, accentuèrent leur inquiétude. Des rumeurs commencèrent à circuler. Certains affirmaient qu'elle avait quitté la mode définitivement, d'autres qu'elle préparait un album secret. Mais plus le silence s'éternisait, plus le mystère s'épaississait. On la disait recluse à Londres, puis à Berlin. On évoquait une pause volontaire, un besoin vital de se protéger. La presse, avide de réponses, multipliait les hypothèses, mais Joséphine ne confirma rien. Ce retrait contrastait violemment avec l'image qu'elle avait incarnée quelques années plus tôt, celle d'un top modèle flamboyant, insaisissable, réclamé sur tous les podiums. Aujourd'hui, elle semblait avoir choisi l'effacement comme ultime acte de liberté. Un critique écrivit « Sa disparition n'est peu être pas une chute, c'est peu être la performance la plus radicale de sa carrière, se soustraire au regard quand tout le monde vous exige. » L'absence devint ainsi une présence nouvelle. Le public continuait à parler d'elle, à revisiter ses anciennes campagnes, ses films, ses chansons. Les marques qu'il avait mises de côté regrettaient déjà son aura unique. Son silence pesait plus fort que bien des discours. Joséphine de la Baume, en disparaissant, rappelait que les mannequins ne sont pas des statues de marbre figées dans le temps, mais des êtres humains, fragiles, traversés par des doutes et des blessures. Elle montrait qu'un top modèle pouvait choisir de rompre avec le système au lieu d'y être broyé. Et est-ce justement cette disparition énigmatique et douloureuse qui fit entrer Joséphine dans la légende. Car parfois, l'absence marque plus profondément que la présence. Joséphine de la Baume n'a jamais disparu totalement de la mémoire collective. Même lorsqu'elle choisit de se retirer des podiums et de l'agitation médiatique, son empreinte resta vivace. On ne se souvenait pas d'elle seulement comme d'un mannequin parmi d'autres, mais comme d'une figure qui avait bousculé la manière dont on perçoit la mode et ses actrices principales. Son héritage, avant tout, fut de démontrer qu'une femme pouvait refuser les carcans et rester une icône. Elle montra qu'on pouvait être top modèle sans se conformer à tous les dictats, qu'on pouvait être mannequin et en même temps musicienne, actrice, créatrice. Cette multiplicité, loin d'affaiblir son image, la renforça. Elle devint un symbole d'indépendance, de liberté, de résistance douce mais déterminée. Les créateurs qui avaient travaillé avec elle se rappelaient d'une présence capable de transformer une pièce, non pas par l'éclat artificiel, mais par une intensité intérieure. Avec Joséphine, disait un styliste, tout devenait plus vrai. Elle refusait de jouer le rôle attendu et c'est précisément pour cela qu'elle inspirait. Ses admirateurs, eux, continuaient de suivre ses traces dans la musique, le cinéma, les rares posts mystérieux laissés sur ses réseaux. Ils voyaient en elle une muse moderne, insaisissable, qui prouvait que la beauté n'est pas seulement dans la visibilité permanente, mais dans la capacité à marquer les esprits, même dans le silence. Son choix de disparaître rappela à beaucoup que la mode est un monde d'excès, où l'on exige trop souvent une présence continue. Joséphine, en rompant avec ce cycle, laissa un vide qui devint sa signature. Son absence devint un écho, un rappel que le courage peut aussi consister à s'effacer. Alors demeure une question, suspendue. Si Joséphine de la Baume réapparaissait aujourd'hui, dans un monde saturé de réseaux sociaux et de standards fabriqués, serions-nous prêts à accueillir une femme qui ose rester elle-même coûte que coûte? Être-ce là le véritable legs de Joséphine? Une invitation à redéfinir ce que signifie être mannequin, ce que signifie être top modèle et surtout ce que signifie être libre.